Merci beaucoup et merci aussi à l'organisation du festival de nous avoir invités pour cette table ronde pendant laquelle effectivement on va aborder deux aspects. L'aspect pour Karine Prunet de voilà, tout ce qui est fait au niveau du ministère, et Vincent Detal et moi on se répartira la parole pour vous présenter le projet d'Equipex Espadon après coup. Donc je laisse en fait directement la parole à Karine Prunet pour nous parler de cette action fondamentale au ministère. Merci Romain. Je ne vais peut-être pas me servir du micro. Je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez suffisamment jusqu'au fond? C'est mieux que ça. Okay. Alors je garde le micro. Donc, bonjour, je suis Karine Prunet, je suis adjointe au chef du bureau de la diffusion numérique des collections au sein du service des musées de France, à la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, donc au ministère de la Culture. Donc, au sein de notre bureau, nous accompagnons les musées de France dans leurs projets d'informatisation et de mise en ligne des collections, particulièrement sur la base Joconde, qui est un catalogue collectif national, dont j'aurai l'occasion de vous parler bien sûr. Et cette action d'accompagnement, elle est relayée également par des ressources professionnelles qui sont mises en ligne sur le site musée de culture.gouv.fr que j'administre. Je vais être amenée donc à vous présenter un bref état des lieux et quelques enjeux du numérique au service des collections des musées de France pour essayer d'introduire et de faire, bien sûr, après la transition vers le projet Espadon et la façon dont ça revisite les données patrimoniales et notamment celles des musées. Alors pour vous planter le propos exact. Qu'est-ce que l'appellation Musée de France exactement ? Eh bien, il y a 1222 institutions françaises en métropole et en outre-mer qui bénéficient de cette appellation Musée de France. Nous sommes ici même dans un musée de France, au Château national de Fontainebleau. C'est une appellation qui est inscrite au Code du patrimoine et qui est divulguée par le ministère de la Culture. Cette appellation, elle a trois dominantes importantes qui constituent finalement l'unité de ces institutions. Le fait d'être une collection permanente, nous dit le Code du patrimoine, qui va être une collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et qui est organisée en vue de la connaissance, de l'intérêt et du plaisir du public. Donc la collection, c'est vraiment le dénominateur commun à ces institutions et l'appellation Musée de France, elle est accordée au musée en fonction de 4 critères d'exigence, des critères qui sont eux également édictés par le Code du patrimoine, être dirigé par un personnel scientifique, que ce personnel scientifique soit national ou issu de la filière culturelle territoriale, disposer en propre ou en réseau d'un service éducatif, un service des publics, tenir à jour l'inventaire des collections, j'aurai l'occasion de vous en reparler, et puis fixer les grandes orientations pour les 5 à 10 prochaines années stratégiques, la vision du musée, dans un document officiel validé par la collectivité de tutelle du musée, mais également par le ministère de la Culture, le projet scientifique et culturel. Donc ces critères d'exigence, ils vont être amenés à servir 4 missions principales, également au Code du patrimoine: conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections, les rendre accessibles au public le plus large, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture et contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche. Donc voilà pour faire l'unité finalement de ces institutions sur le territoire français, mais des institutions qui sont également caractérisées par une très grande diversité architecturale notamment, comme vous montre l'exemple que vous avez devant vos yeux, mais également une grande diversité bien sûr au niveau de cette fameuse collection, et c'est pour ça que nous parlons des collections, une diversité qui s'illustre tant sur les plans chronologiques que géographiques, thématiques, techniques ou encore typologiques. Donc ces collections, elles sont vraiment, je dirais, l'ADN finalement des musées de France. Leur volume sur le territoire national s'élève à environ 60 millions d'objets ou lots d'objets.
à savoir que ce volume double si on lui ajoute les collections du Muséum national d'histoire naturelle, et qu'en moyenne, on estime qu'une collection, un musée de France moyen, est très polyvalent et compte environ 20 000 objets dans ses murs, en salle ou en réserve, comme vous le voyez. Donc la conservation et la diffusion des collections des musées de France, c'est une préoccupation donc vraiment très importante, mais elle est indissociable de la conservation et de la diffusion de l'information sur les collections. C'est vraiment un point fondamental. Et pourquoi cette information est si importante? Alors pour plusieurs aspects, et notamment parce que c'est cette information qui va permettre de mémoriser et de resituer le contexte d'origine des objets qui sont entreposés dans les réserves et dans les salles, des objets qui peuvent venir donc de contextes différents, comme les exemples que vous avez à l'écran, les fouilles archéologiques, les manufactures, mais également les collections privées. Et l'information que nous avons sur les collections va permettre de resituer le contexte et de redonner finalement le lien que les objets avaient avec leur origine. Donc il y a une teneur probante et réglementaire également à ces informations pour pouvoir identifier sans ambiguïté l'origine de la collection, bien sûr. Et au quotidien, cette information va également aider à comprendre l'insertion de l'objet dans la diversité de la collection elle-même et de mieux, du coup, documenter et gérer les collections dans leur complexité. Donc cette information, c'est une matière vivante qui évolue, bien sûr, au gré des recherches sur les collections. Et il est nécessaire de capitaliser le savoir et de pouvoir produire des contenus informatifs complémentaires. Alors cette information, elle est produite et collectée par les équipes des musées tout au long du cycle de vie des objets patrimoniaux au sein des établissements, depuis la préparation de l'acquisition des objets jusqu'à leur publication papier ou web et valorisation sur Internet, en passant bien sûr par leur conservation, leur étude ou encore leur gestion proprement dite. Donc cette information, elle est portée sur une multitude de supports différents. Ce peut être des documents sur support papier, ou bien nativement numériques, ou bien numérisés a posteriori. Donc parmi eux, à l'écran, on pourrait en énumérer une foule, mais j'en ai sélectionné quelques-uns, des documents historiques et d'archives, des documents administratifs, qui sont là pour restituer le contexte d'acquisition et pour bien sûr documenter l'acquisition ou l'état de conservation des objets, des études de laboratoire avec de l'imagerie scientifique, mais également des constats d'état comme en bas à gauche, ou bien de la publication également en papier, les ouvrages d'histoire de l'art où l'objet est cité, les catalogues d'exposition dans lesquels il a figuré, toutes ces informations textuelles étant bien sûr très souvent illustrées de nombreuses images éditoriales ou de travail qui sont prises au fur et à mesure des différentes procédures qui vont accompagner la gestion des collections. À noter également que ces images peuvent elles-mêmes, pour certaines, revêtir une importance patrimoniale intrinsèque. Donc cette information, elle est traditionnellement synthétisée au sein des musées dans 2 documents principaux. Le premier à votre gauche, le registre d'inventaire, qui permet d'officialiser l'entrée dans les collections des objets qui sont sous la responsabilité du musée et qui appartiennent à la collectivité de tutelle, territoriale ou État, et qui va donc dresser cette fameuse liste. En complément, bien sûr, pour aller plus loin et conserver rigoureusement cette information sur les collections, les musées mettent en place des dossiers, qu'on appelle bien souvent des dossiers d'œuvres, qui vont permettre de regrouper les informations administratives, techniques, scientifiques ou encore matérielles. Donc ces dossiers d'œuvres, bien souvent, sont organisés dans des centres de ressources qui sont, pour certains, très souvent accessibles au public et qui sont administrés et gérés par des professionnels dédiés de la filière documentation territoriale ou nationale. Donc depuis le début des années 1990, en plus de ces documents papier, sont mis en place, bien sûr, des outils de gestion de collection, des outils informatisés de travail qui sont dédiés à la documentation et à la gestion des collections et qui vont permettre de répertorier cette information, de la condenser
de la sauvegarder et bien sûr de la partager au sein du musée et en dehors sur des bases de données. Donc l'information, il prend la forme d'une notice descriptive d'objets, comme celle que vous pouvez voir à gauche, une notice qui est structurée en différentes zones et champs afin de structurer l'information et de la rendre interrogeable. Donc ces systèmes, ils vont permettre de documenter la collection, et puis cette notice, elle va avoir, je dirais, une géométrie, une volumétrie variable en fonction, bien sûr, de la typologie de l'objet, en fonction de la connaissance qu'a le musée sur cet objet, et également de l'information qu'il souhaite restituer au public lorsque cette information est diffusée à l'extérieur du musée. Donc les musées de France se sont engagés depuis plusieurs dizaines d'années maintenant dans de véritables projets et réalisations d'informatisation des collections à travers la mise en place de ces systèmes informatisés qui vont conjuguer en fait des enjeux au prime abord qui peuvent sembler contradictoires, mais qui sont réconciliés au sein de ces systèmes d'information par l'administration professionnelle qui est faite de ces données. Donc, par exemple, on peut voir que cette information va avoir un intérêt à évoluer dans le temps et à capitaliser, bien sûr, le savoir qui est collecté au gré des recherches au sein du musée. Mais en même temps, on va avoir à cœur, au sein du système, de pouvoir retrouver une information pérenne qui fasse foi sur l'information dont disposait le musée sur cet objet plusieurs années auparavant. Par exemple, il est important de pouvoir savoir que tel tableau a été attribué des années après son acquisition à tel auteur ou à tel artiste, alors qu'il était attribué à un autre artiste au moment de son acquisition ou de son inscription à l'inventaire. Donc le système informatisé doit pouvoir restituer les deux temps de cette information qui sont bien sûr décalés dans le temps et dans la prise d'information. Donc on est amené finalement par là même à gérer des données réglementaires qui vont faire foi sur l'origine de la collection, mais également des données documentaires qui vont permettre d'en savoir plus sur chaque objet et d'aller plus loin, la bibliographie, les catalographies, etc. Donc ce sont également des systèmes partagés. Donc ça, c'est un enjeu très important. Ce sont des outils de travail à l'origine, avant d'en être des supports de diffusion sur les collections, des outils de travail qui vont être l'outil de travail de plusieurs types de professionnels au sein du musée et qui vont donc conjuguer l'intervention de plusieurs métiers, documentalistes, je l'ai cité, photographes, médiateurs, bien sûr l'équipe de conservation. Chacun va avoir son approche sur les collections et va pouvoir intervenir sur la base en fonction bien sûr des droits qui sont garantis sur le système. Donc une information partagée et un travail en réseau fondamental qui bien sûr ne doivent pas aller à l'encontre de la garantie de l'intégrité de l'information de référence sur l'objet. Donc des intérêts qui peuvent effectivement être réconciliés grâce à l'administration des différents systèmes et à la rigueur de la saisie aussi qui est faite sur ces systèmes. Une saisie qui doit également conserver le lien technique et intellectuel de cette saisie informatique avec les documents papier qui en sont à la source, et puis permettre également une exploitation dans d'autres contextes. Donc on est vraiment sur un système vivant et multiforme qui se met en place pour les équipes scientifiques au sein du musée. L'une des incarnations les plus intéressantes et les plus visibles de cette information vivante et partagée, c'est bien sûr la diffusion qui en est faite sur Internet et qui vont, elles, amener à rencontrer d'autres enjeux que je vais vous détailler dans les slides suivantes. L'un des premiers enjeux, bien sûr, c'est de pouvoir donner de la visibilité à l'établissement. Donc pratiquement tous les musées de France disposent désormais d'un site Internet ou au moins d'une page, voire de plusieurs pages sur le site Internet de la collectivité dont il dépend, qui permettent de présenter, bien sûr, de susciter des visites physiques en présentant des informations pratiques comme les conditions d'accès et la programmation culturelle, mais également être un outil qui permet au musée de rester accessible lorsque le musée doit être fermé pour des raisons comme celles que nous avons connues lors de la crise sanitaire, ou bien pour des publics qui
qui sont éloignés géographiquement ou qui sont empêchés, notamment par un handicap. Donc la présence en ligne des collections revêt également une importance particulière de ce point de vue. Le signalement et la valorisation des collections, c'est quelque chose de fondamental, du coup, qui est devenu de plus en plus au fil des années pour les musées de France. Donc, ils ont plusieurs façons de faire connaître leurs collections. Je vous montre ici un exemple tiré du site internet du Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui a mis en place des contenus, des focus détaillés sur certains objets de ces collections pour mettre en lumière des œuvres particulièrement importantes. Mais également, le même musée propose sur son site internet également en ligne le catalogue de sa collection en ligne directe avec cette fameuse base de données. Et donc les informations qui sont enrichies et qui s'accroissent petit à petit sont le reflet réel du travail scientifique des équipes, avec bien sûr un filtre qui permet à ces informations d'être sélectionnées parmi les informations publiques et utiles au public. Ces projets d'informatisation, qui sont ambitieux et exigeants pour les musées, sont somme toute assez classiques. Donc, il y a d'autres initiatives peut-être un petit peu plus inédites qui ont été mises en place ces dernières années, notamment par le musée de Bretagne à Rennes, et qui effectivement permet d'illustrer l'enjeu des musées de France qui restent ouverts aux échanges de données et qui ne travaillent pas en vase clos. Donc le portail des collections du musée de Bretagne à Rennes présente la particularité d'être une plateforme collaborative qui permet à l'équipe scientifique de partager l'information sur les collections, mais également d'inviter le public qui consulte la base de données à travers le site internet, de contribuer à l'identification des sources d'illustrations iconographiques ou géographiques qui pourraient permettre de documenter mieux la collection de photos anciennes. Vous le voyez sur cette slide, à partir de cette notice, qui finalement est une notice assez classique de catalogue en ligne, eh bien, vous voyez l'énorme pavé de contextualisation. C'est un discours scientifique qui a pu être élaboré suite à un dialogue dont le musée également nous fait le partage, un dialogue qui a été fait avec un internaute qui a permis l'identification croisée donc de ce lieu et de cette vue de Saint-Malo. Donc cette contribution à la recherche, qui se fait donc également par le biais du public, elle est particulièrement valorisée également sur des sites monographiques, comme celui qui illustre l'œuvre et la carrière d'Eugène Boudin, au musée Malraux du Havre par exemple. Et puis les musées vont être amenés également à participer à des entreprises plus vastes qui dépassent le cadre du musée lui-même à travers des initiatives locales, départementales ou régionales qui sont là des catalogues fédérés finalement qui vont amener un partage de l'information à un niveau territorial plus vaste. Donc la visibilité également de ces collections, elle va être au niveau national également, à travers donc, le catalogue collectif des collections des musées de France, la base Joconde, qui est administrée par le service des musées de France et qui est mise en service donc, sur la plateforme ouverte du patrimoine, plateforme qui donne également accès au patrimoine mobilier et monumental français à travers les bases de données Mérimée et Palissy. Donc là, les musées vont exporter leurs notices directement à partir de leur outil de gestion de collection dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir publier une notice donc, sur ce catalogue, une notice qui, bien sûr, elle-même, comme vous le voyez peut-être dans l'encart sur la slide de gauche tout en bas à droite, des encarts voire aussi, vers lesquels nous renvoyons également sur le site du musée lorsque celui-ci documente par lui-même sa collection, comme c'est le cas ici donc, pour le Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui a mis en ligne la même notice, en tout cas la notice du même objet, avec une vision légèrement différente, puisque, comme vous le voyez à droite, la bibliographie en elle-même est beaucoup plus détaillée et actualisée sur le site lui-même du musée.
L'interconnexion des sources de recherche, c'est quelque chose aussi qui s'illustre à travers Joconde, avec des liens notamment avec le RETIF, le répertoire des tableaux italiens en France, donc mis en place par l'Institut national de l'histoire de l'art. Donc là également, on a des correspondances entre les notices qui permettent, pour cet exemple donc, de tableau du Caravage conservé au Musée des Beaux-Arts de Rouen, d'en savoir plus directement sur l'objet en un seul clic. On accède à la notice du RETIF qui, là, nous en dit plus et plus approfondi sur les attributions et la bibliographie. Toutes ces entreprises nationales visent également à favoriser la réutilisation des données publiques par leur ouverture sur des plateformes de données publiques. C'est donc le cas à travers l'exemple que vous avez à l'écran pour la base Joconde, qui met en place un jeu de données lisible par des machines. Donc vous voyez tout le chemin finalement qu'a fait l'information sur ces collections jusqu'à être réutilisable dans des applications à visée touristique ou ludique ou pédagogique. Donc proposer de nouveaux usages, c'est aussi une ambition bien sûr gouvernementale à travers des expérimentations. Alors celle-ci est un petit peu ancienne maintenant puisqu'il s'agit de Joconde Lab qui a été ouvert au public en 2013, mais c'est l'un des exemples encore cités qui permet de comprendre l'usage du web sémantique et notamment la traduction automatique qui est permise par l'alignement des termes contrôlés des notices de Joconde avec celles de Wikipédia et qui permettent de la traduction automatique en 9 langues étrangères et 4 langues régionales. Donc, je vous ai mis un exemple justement d'un tableau du douanier Rousseau traduit automatiquement pour les vocabulaires contrôlés, en tout cas en portugais. Donc le service des musées de France va essayer de redonner de la cohérence à tout ça et en tout cas d'appuyer les musées dans ces entreprises, puisque bien sûr les activités des musées sont polyvalentes, donc tous les professionnels ne sont pas spécialistes de ces questions. Donc on va avoir à cœur bien sûr de les aider à partager les bonnes pratiques en matière d'administration des données et de pouvoir essayer de faire vraiment converger les efforts sur ces outils de gestion de collection. Donc on essaie de mettre en place petit à petit des mini-systèmes d'information qui, à eux tous, bien sûr, vont permettre d'avoir une plus grande cohérence et de, bien sûr, illustrer à travers une notion de notice référente centrale sur l'objet. Cette slide illustre, et ce sera la dernière, les différentes façons dont l'information de base, de référence sur l'objet peut être appliquée, utilisée selon les différents stades de cette information, soit lorsqu'elle est produite, comme en jaune, synthétisée en rose, diffusée par le musée en vert, ou encore agrégée dans des supports plus larges, plus transversaux également, comme vous le voyez en bleu. Et c'est là que je laisse la parole à mes collègues qui vont vous parler de ces systèmes d'information plus complexes au niveau patrimonial. D'accord. Bon, on va essayer de faire une transition. En fait, comme le disait Romain juste avant, on va continuer à deux voix réellement et on va se passer le micro au fur et à mesure en fonction des éléments qu'on souhaite vous faire passer à titre d'information. En fait, la question, c'est comment intégrer toutes ces initiatives qu'on voit. Il y avait aussi des choses qui ont été présentées dans le cadre de la nouvelle base Agora à l'INHA juste avant, vers un média commun aux sciences du patrimoine. Donc en fait, ce qu'on va vous présenter au travers du projet Espadon notamment, c'est une volonté maintenant, compte tenu de l'ensemble de l'avancée dans les différentes institutions, et puis en centrale, à l'initiative du ministère de la Culture, mais aussi du ministère de la Recherche, de cette transition numérique qu'on est en train de vivre et qu'on contribue à nourrir tous ensemble, au travers aussi de la science participative, parce que c'est des éléments qui sont complètement en cours. Comment finalement faire en sorte d'arriver à terme à un média commun qui permettra à toute personne produisant de la connaissance au niveau des sciences du patrimoine, et j'emploie volontairement ce terme de sciences du patrimoine, de retrouver cette information au sein de ce nouveau média, et finalement de faire des liens entre les différents domaines. Alors, si vous allez sur le site du ministère de la Culture, vous allez retrouver un sciences du patrimoine. Il y a une définition qui a déjà été donnée. Je l'ai en partie expurgée
de façon à pas en faire quelque chose de trop long, mais l'idée, c'est de cette séance, c'est des travaux de recherche fondamentale ou plus appliqués qui visent à améliorer la compréhension du patrimoine culturel et à élaborer des nouvelles manières d'en assurer la conservation, la transmission, la valorisation, en s'inscrivant dans une perspective de développement durable. Et donc, ils ont redéfini et sont redéfinis finalement un certain nombre de thématiques de recherche qui sont celles d'aujourd'hui, mais qui ont, pour certaines d'entre elles, quand même une valeur un peu généraliste. Donc, on dépasse le simple service des musées de France. Alors, simple entre grandes guillemets, hein, parce que bien entendu, mais au niveau générique, c'est-à-dire ça va être patrimoine et société, ça va être patrimoine et environnement. On voit aujourd'hui l'importance que ça prend dans le contexte actuel, patrimoine numérique, et puis finalement 4 autres thématiques. La conservation-restauration au sens générique, hein, évidemment, intégrant les questions de conservation préventive. Ethnologie de la France et du patrimoine, c'est-à-dire ses savoir-faire, l'ensemble de ses éléments de production. L'étude des matériaux, qui comprend quand même l'ensemble des sciences expérimentales. Et puis, une thématique qui apparaît aujourd'hui parce qu'elle est d'actualité et qu'elle a permis déjà un premier regroupement, je dirais, d'association entre numérique, patrimoine et l'ensemble des autres finalement thématiques qui sont abordées par ailleurs. Donc, c'est-à-dire en fait une sorte de cas d'étude géant de tout ça, qui est le chantier de Notre-Dame. Donc, je vais céder la parole pour la diapositive suivante à Romain. Alors, si on veut se représenter de manière conceptuelle ce champ, hein, des sciences du patrimoine, donc un champ interdisciplinaire ou même peut-être à l'avenir transdisciplinaire, on peut le voir à partir d'un objet. Alors ici, vous voyez qu'on a une statue, mais en fait, ce qui va nous intéresser, nous, dans le projet Espadon, c'est tout objet patrimonial, mais objet pris dans un sens très vaste, puisque ça va de l'artefact ou du naturalia qui est dans un musée jusqu'au site archéologique en passant par un bâtiment. Et cet objet, eh bien, on peut l'étudier selon ce qu'on a représenté ici par 3 axes. Un axe diachronique, alors ça c'est l'étude historique, donc en allant depuis le processus de création de l'œuvre ou de l'objet, jusqu'à son histoire, hein, plus récente, jusqu'à sa place aujourd'hui dans le domaine patrimonial. Un axe plutôt synchronique qui est celui qui cherche à étudier, à cerner l'état de l'objet tel qu'il est aujourd'hui. Et donc là, c'est plutôt l'axe de la conservation-restauration. Et puis un axe qui va permettre d'organiser l'information, pas seulement d'organiser, hein, d'ailleurs, de mieux gérer, visualiser toute l'information autour de cet objet, jusqu'à des considérations de médiation, de muséographie et plus largement de dissémination. Alors, pour étudier cet objet patrimonial ou ces objets patrimoniaux, eh bien, il y a un grand nombre de métiers et de disciplines scientifiques qui sont mobilisés. Alors ici, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, donc pour vous donner quelques idées, hein, ça part du conservateur ou de l'architecte, de l'archiviste, jusqu'aux scientifiques universitaires ou chercheurs au CNRS, donc quelle que soit leur discipline, et jusqu'aux personnes qui permettent aussi la gestion de cette information. Alors justement autour de la table, là, simplement pour vous donner une idée aussi de qui on est, parce qu'on a simplement présenté nos statuts, mais en fait le projet Espadon lui-même est très interdisciplinaire et il y a toute une équipe, hein, notamment des scientifiques, des spécialistes de sciences expérimentales, comme Vincent qui est physicien, des collègues de SHS comme moi qui suis historien de l'art de la période moderne, et puis évidemment tout un ensemble de professionnels et de collègues qui sont spécialistes du numérique.
Exactement. Donc ça, c'est un des points, et c'est un des points qu'il faut retenir. C'est-à-dire que on va vers une transition qui est une transition numérique. Donc les sciences du numérique prennent une place évidemment importante, mais ça se veut un projet qui ne concerne pas uniquement les chercheurs, parce que c'est vrai qu'on a tendance à visualiser les sciences du patrimoine et l'ensemble de ce qui est produit comme venant essentiellement du travail des chercheurs, mais en réalité, on parle bien de toute production de connaissances dans le champ des sciences du patrimoine. Et ça veut dire que tous les acteurs qui vont être présents à l'intérieur d'un musée, à l'intérieur d'un site, qui vont produire finalement de la connaissance, y compris du côté administratif. Les aspects juridiques ont été notés. Et donc, tout personnel, en fait, à l'intérieur de la chaîne, produit une connaissance, de quelque nature que ce soit. Et en fait, cette connaissance-là, à terme, elle peut servir à tout un chacun, lorsqu'on revient dessus, à finalement identifier, produire une nouvelle recherche, des nouvelles questions, ou compléter cette information, la modifier, ne serait-ce que sur des éléments, comme on le disait, de propriété, d'identification finalement de l'objet lui-même. Et même dans le cadre d'une exposition temporaire, prenons ce cas-là, qu'elle soit à l'INHA, parce qu'on va mettre le projet qui était présenté avant comme quelque chose sur lequel on veut mettre l'accent à un moment donné, et on va produire un cartel ou une information spécifique. Elle se fait dans un contexte donné, et puis dans un autre contexte, ce cartel peut avoir évolué. Et donc avoir finalement à terme un outil qui nous permette d'avoir une vision réflexive aussi sur les méthodologies et sur la façon dont on travaille, c'est toute l'ambition du projet. Et donc ça veut dire intégrer toutes ces personnes à l'intérieur d'Espadon. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a répondu à un projet dans le cadre du PIA 3, d'un Equipex Plus, et sur lequel finalement on verra après un ensemble d'éléments et de partenaires qui sont présents. Mais quels étaient les objectifs de départ et quels étaient les éléments à partir desquels on a réfléchi quand on a essayé de penser ce projet Espadon? Je ne l'ai pas précisé, qui veut dire en sciences du patrimoine, c'est un acronyme en fait, en sciences du patrimoine, analyse dynamique des données, des objets anciens et numériques. On s'est posé et on a fait le constat suivant. Tout d'abord, premièrement, et moi je viens de ce monde-là, du monde de l'analyse et de l'identification des matériaux, on fait face à un enjeu instrumental aujourd'hui et à une différence d'approche de l'étude des matériaux. J'ai travaillé plusieurs fois, j'étais au laboratoire du monument historique précédemment, je suis intervenu plusieurs fois ici au château de Fontainebleau, à la salle de bal, pour la conservation des peintures à fresques qui sont présentes à l'intérieur, ou d'autres questions qui ont pu se poser en termes de conservation. Et les pratiques et les éléments sur lesquels on était amené à intervenir, ou les outils qu'on avait à disposition, souvent nous amenaient à faire de l'analyse ponctuelle. Mais aujourd'hui, on est dans une phase d'évolution pour des raisons de portabilité et de miniaturisation, d'être capable de spatialiser l'information, c'est-à-dire de prendre une information numérique des 3D de cette pièce, par exemple, et on est capable en plus de mettre en place des outils physico-chimiques qui vont nous renseigner d'un point de vue physico-chimique tout d'abord, c'est-à-dire la nature des matériaux, mais aussi structurel des matériaux. Et ça change complètement la donne. Si on part d'une information qui est localisée à une information qui est 2D, 3D, vous imaginez bien qu'en termes de données, ça change complètement les choses. Et puis en plus, on est capable d'accéder à ces éléments d'une façon multidimensionnelle. Ça veut dire multi-échelle et multitemporelle. D'accord ? Multi-échelle, ça veut dire d'un point de vue macro, c'est-à-dire que je vais prendre typiquement une information du spectre de couleur ou du spectre colorimétrique global de ce qu'il y a dans cette pièce et y associer éventuellement des variations localement, mais multi-échelle, parce que je vais pouvoir aller très 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 localement, voir s'il n'y a pas une altération spécifique à l'échelle de quelques microns, et donc essayer de comprendre pourquoi elles se sont... Voilà. Et donc on a cette dimension-là, plus une autre information qui est multitemporelle, parce que si je veux suivre l'évolution en température et hygrométrie de cette pièce et le suivi dans le temps pour en comprendre l'évolution ou éventuellement l'altération des matériaux, je suis obligé de faire un suivi continu. Donc là aussi, on multiplie les informations qu'on est capable de recueillir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en position de répondre à un enjeu de gestion des données massive, tant d'un point de vue du traitement, des échanges que du stockage. Donc ça veut dire qu'ils nous feront réussir la transition numérique. Et donc ça veut dire qu'il faut dans le même temps fédérer, former les communautés scientifiques et professionnelles.
D'accord ? Et tout en intégrant les bonnes pratiques, ça a été décrit dans la table ronde d'avant, qui sont le modèle FAIR, c'est-à-dire findable pour identifier et retrouver les données, accessible, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse les récupérer et les traiter, interopérable, ça veut dire être capable d'être interopérable et de les échanger, et reusable, ça veut dire être capable de faire en sorte de pouvoir en tout temps les retraiter. D'accord ? Et donc, ça veut dire que, globalement, Espadon, il va nous permettre un accès aux œuvres, une mise à disposition des chercheurs et au monde culturel d'un nouveau média transdisciplinaire. Mais dans le même temps, il doit aussi nous permettre une ouverture vers le monde socio-économique et la diffusion à la société civile, aux acteurs publics, mais aussi au grand public. D'accord ? Et il faut que ça se fasse de façon synchronisée à l'échelle européenne et internationale au travers des projets ERIS et Digilab. Et cette co-construction et cette implémentation de ce qu'on a appelé finalement l'objet patrimonial augmenté, elle doit passer par le renforcement de 3 réseaux interconnectés de sciences humaines et sociales, de sciences expérimentales et de sciences du numérique. Merci Vincent. Alors, effectivement, on a centré le dispositif autour de ce concept d'un objet patrimonial augmenté, dont je voudrais vous présenter le premier schéma ici, mais c'est quelque chose sur lequel on continue à réfléchir en permanence. On est vraiment seulement au tout début du projet. Donc, l'idée, c'est de partir d'un objet qui appartient à une collection, donc qui est un objet environné, de constater qu'il y a une certaine documentation autour de lui, et puis, fort de cette documentation, d'interroger d'éventuelles lacunes, ou de susciter des projets de recherche autour de lui, et ces projets, les mener éventuellement de manière interdisciplinaire, tout cela alimentant la connaissance et alimentant la production de données. Ces données, on les gère après par une architecture qu'on appelle distribuée, c'est-à-dire que les institutions qui sont en capacité de gérer elles-mêmes leurs données conservent la gestion de ces données, mais tout est relié et on est capable, à partir d'une interface centralisée, d'aller chercher les informations. Donc cette interface sera la plateforme de services numériques qui permettra donc d'enrichir les données, de les visualiser selon des modalités qu'on espère nouvelles. On en parlait justement dans la table ronde juste avant. Et puis, ces données, elles seront ensuite réexploitables, utilisables par la communauté des chercheurs, alors selon un niveau d'accès qu'il faudra définir en fonction de la politique de chaque institution, mais plus largement, les acteurs du monde socio-économico-culturel, et puis plus largement le grand public. Et évidemment, tout ça forme une boucle, puisque après on se retrouve avec un objet donc augmenté, mais sur lequel on est susceptible de faire de nouvelles recherches. Je vais voir si ça peut fonctionner et si on peut lancer là, parce que ça on n'a pas vérifié avant. Eh ben non, je me doutais que ça n'allait pas marcher, donc c'est pas grave. Donc il y avait une petite visio. Non, c'est pas très grave, mais l'idée c'est que ça représentait un chercheur avec un outil qui est dans un musée, qui prend un certain nombre de données ou à la main ou numériques d'ores et déjà, qui, doté d'outils d'annotation, est capable en plus d'enrichir déjà ce qu'il a pris comme information, mais ça peut être aussi un outil d'analyse, récupérer un spectre, et puis après il va aller le compléter éventuellement au laboratoire. D'accord ? Et puis tout ça va permettre de rentrer et de le stocker à l'intérieur de notre espace numérique. Et au travers de liens d'annotation, de vocabulaire contrôlé, de thésaurus bien définis, de constats d'état c'est aussi adressé au privé, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas qu'au monde, je dirais, public, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Autour de l'espace des sciences du patrimoine, il y a toutes les typologies
de métiers, et donc y compris les acteurs privés et les restaurateurs, conservateurs, restaurateurs sont souvent des acteurs privés, de faire en sorte aussi de leur doter d'outils numériques qui leur permettront de faire des constats d'état normalisés avec des vocabulaires contrôlés, de façon à ce que derrière, on puisse les rejouer dans l'espace Espadon. Et donc qu'on puisse trouver des mots, des espaces ou des visualisations ou des éléments transverses qui permettent de naviguer d'un espace à l'autre. Alors, juste très rapidement, pour vous indiquer comment est construit le projet, il y a 4, en fait, ce qu'on a appelé des work packages, des lots de travail en français, c'est la terminologie aujourd'hui commune au niveau européen, qui sont basés sur le développement d'outils 2D, 3D, comme je disais, notamment il y a une nouvelle ligne pour l'accélérateur de particules Aglaé pour pouvoir travailler directement sur des tableaux, mais on a un groupe de travail dédié à l'aspect multi-échelle, rayon X, pour l'analyse ou pour la tomographie, donc la radio typiquement et la tomographie grands objets, donc tout dédié rayon X, plutôt un groupe de travail numéro 3 qui est dédié à tous les outils qui vont utiliser la lumière pour la caractérisation, là aussi d'un point de vue du multi-échelle, un work package où il y a plutôt du développement d'outils qui est destiné à tout ce qui est monumental, c'est-à-dire les monuments historiques ou les sculptures monumentales, et puis en faire un groupe de travail sur les humanités et les sciences humaines et sociales. Alors un point qui est un petit peu particulier, le Work Package 6, qui n'était pas prévu au départ, qui finalement qu'on a construit entre le dépôt du projet et l'état de réflexion, et donc ça reste un projet de recherche et qui est susceptible d'évoluer. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est on veut garder cet élément et c'est possible en termes d'évolution, qui est centré autour du climat et du patrimoine, avec l'idée de relier des données venant des éléments satellitaires, Copernicus, SkyMed, jusqu'à des données qui seraient à l'intérieur des musées ou des bâtiments. Ce qui nous permettrait de faire un lien direct d'évolution de la donnée multi-échelle, là encore, du site jusqu'à l'objet, dans des contextes différents, et en fonction des modèles et des évolutions des climats, être prédictif finalement sur ce qui pourrait arriver sur les objets, vu l'expérience acquise dans d'autres contextes climatique. Vous voyez l'idée? Donc finalement, ce projet-là et ce work package n'était pas prévu, donc n'était pas financé. Et on est en train de répondre à des appels européens et de monter des thèses cofinancées avec l'industrie, enfin avec des privés, des laboratoires privés, de façon à pouvoir le financer et avoir les outils. Évidemment, un énorme work package, groupe de travail sur les data et sur le numérique. On a beaucoup de forces qui sont mises là-dessus et on a plus de 15 années de financer en termes de personnel sur cet aspect-là. Et l'idée, c'est aussi de relier l'ensemble des institutions avec leurs services du numérique, y compris la centrale, de façon à ce qu'on mette en commun nos forces, notre réflexion, et qu'on soit directement interopérable, et surtout qu'on soit en synergie sur ce qui sera créé, et qui nous permettront à l'échelle nationale de dialoguer directement. Et finalement, un work package dédié à la formation, à la transmission du savoir. Voilà. Alors, comment était constitué au départ le consortium? Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'unités qui nous ont rejoints. Il va falloir qu'on le mette à jour, Romain, absolument. Mais au départ, c'était un premier consortium central autour de la Fondation des sciences du patrimoine qui était, je dirais, historiquement, depuis une dizaine d'années, qui avait construit, en fait, au travers du Labex Patrima, la Fondation des sciences du patrimoine, et autour un certain nombre de laboratoires, on le voit, qui ont des typologies un petit peu différentes. Sur la droite, vous avez plutôt les sciences expérimentales. En haut, plutôt les sciences sciences humaines et sociales. En haut, plutôt les sciences numériques, c'est bien, je commence à être complètement transdisciplinaire. Et à gauche, plutôt les sciences humaines et sociales. Et l'idée, c'est d'arriver à terme à avoir un mélange et de créer vraiment les sciences du patrimoine. Et c'est vraiment cette volonté et cette idée qu'il y a derrière. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte en réalité international, donc national d'un côté, on le voit, sur la gauche, mais international sur la droite, et on voit des initiatives. Il y avait une question dans la table ronde précédente sur des systèmes d'annotation, le projet Esquida, qui est mené aujourd'hui par l'IRPA, alors plutôt centré sur l'IRPA, mais ils sont en train de développer un système d'annotation qui lui est propre. Mais qui sera sans doute exportable. Et l'idée, c'est qu'on se mette en cohérence aussi avec ce qui est fait à l'international, parce que l'idée, c'est pas de réinventer tout. Toutes les institutions ont développé plein de solutions. L'idée, c'est de faire la cartographie de toutes ces solutions numériques et de tous ces outils et de s'appuyer sur les meilleurs
d'intégrer ces institutions et les personnels, si jamais ils souhaitent, à l'intérieur du projet, de façon à construire, je dirais, le plus rapidement possible, d'arriver le plus rapidement possible aux objectifs qui nous sont alloués. Et également des grandes unités et de grandes fondations, telles que l'UNESCO, l'AIEA, etc., pour différentes raisons, des TGIR, qui sont présents et qui nous soutiennent aussi au travers des actions, parce que l'idée, c'est que tout ce qui sera à disposition sur ce média puisse être accessible de partout, y compris au niveau de pays qui n'ont pas forcément de ces solutions, et qu'on puisse leur offrir aussi des espaces dédiés à l'intérieur de l'espace de stockage Espadon, si jamais ils n'ont pas les moyens de les mettre à disposition. Alors sur la structuration, je redonne la parole à Romain. Très rapidement peut-être, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, c'est ça ? Voilà. Alors, donc pour vous expliquer très rapidement comment le projet va fonctionner, donc Vincent vous a décrit, et ça correspond à la colonne de gauche, les fameux work packages, donc les groupes de travail, qui sont, vous le voyez, en fait des groupes de travail disciplinaires, donc ils rassemblent des chercheurs et des professionnels qui ont la même culture finalement, et qui travaillent ensemble depuis longtemps. Mais évidemment, le but n'est pas de laisser les chercheurs et les professionnels entre eux. C'est bien de susciter le dialogue. Et donc, on a également élaboré un certain nombre d'actions transversales qui sont, elles, vraiment pluridisciplinaires, interdisciplinaires, qui impliquent en fait les mêmes acteurs, plus tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et donc, celles-ci, elles sont un peu séquencées dans le temps. Alors, à part la toute dernière, valorisation, communication, relations extérieures, qui est censée, enfin, qui intervient en fait en permanence. Sinon, les autres sont un peu séquencées, avec la toute première qu'on mène cette année, qui sera, je l'espère, terminée à l'automne, qui vise à établir un état des lieux des pratiques de gestion des données dans le domaine du patrimoine. Et donc, mission pour laquelle, action pour laquelle on a rassemblé un grand nombre d'experts répartis en 11 groupes de travail. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'élaborer un questionnaire, ça s'est fait, qu'on va diffuser assez prochainement. Et qu'on souhaite, et dont les résultats seront restitués à l'automne dans des actions donc, qu'on a appelées les états généraux des données du patrimoine. Tu peux même directement mettre la dernière image. Les états généraux des données du patrimoine, qui seront donc 11 grosses demi-journées, 11 en fonction des groupes concernés, qu'on a essayé de répartir au mieux. Il s'agissait, pourquoi 11 ? Il s'agissait de trouver le bon niveau de granularité, disons, pour avoir l'information la plus efficace possible. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de cartographier les apports des différents acteurs, mais également leurs besoins pour justement fonder les feuilles de route des autres missions. Donc je cite simplement les deux premières. L'interopérabilité instrumentale, il s'agit de construire, d'élaborer la structure selon laquelle les données qui seront produites à l'avenir, notamment dans les domaines instrumentaux, seront indexées. Et puis l'interopérabilité des données, donc la deuxième, là il s'agit de voir comment on va non pas tout réinventer évidemment, mais se relier à tous les systèmes qui existent déjà. Federico et ses collègues ont présenté Agora juste avant. Il ne s'agit pas évidemment de faire quelque chose à côté, mais bien de relier Espadon et que chaque institution qui possède de si belles bases de données puisse se relier. Et Federico notamment est l'un des artisans donc, de cette fameuse mission donc, pour le volet archéologie. Voilà, et je crois que... Juste pour préciser, l'idée c'est quand même bien à terme que l'ensemble des structures finalement aient la même, je dirais, un même niveau d'environnement des données. Évidemment réfléchissent à ce qui est le nécessaire par rapport à leur spécificité, mais et qui soient directement interopérables avec le reste, avec les autres. Pour tout ce qui est passé, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que des bases de données, il en existe et il en a été construit un certain nombre qui sont parfois difficiles à exporter dans les nouveaux modèles. Et donc il faut fonctionner aussi avec cet existant
et faire en sorte que cet existant, on puisse aller le rechercher. Donc il ne s'agit pas, Espadon, ce n'est pas un agrégateur de bases de données, c'est un nouvel outil, d'accord, auquel on va faire en sorte, et on va essayer de faire en sorte de travailler tous ensemble, de façon à ce qu'on le définisse proprement, et qu'après chacun, évidemment, puisse garder une porte ouverte plus spécifique sur ces domaines, mais qu'on puisse avoir l'objet global et ce média général pour l'ensemble des sciences du patrimoine, mais que dans le même temps, on fasse l'effort de pouvoir réintégrer pour tout ou partie, ça sera forcément pour partie, parce qu'on n'arrivera pas à tout récupérer, d'un certain nombre d'existants, et de faire en sorte qu'on puisse quand même les relier. Voilà. Donc c'est bien ça qu'il faut garder en tête, et ça demande finalement un travail collectif, complètement transdisciplinaire, mais qui a pour objectif de vraiment repenser les sciences du patrimoine, et finalement qui va, et la question a été posée à la table ronde précédente, obliger les professionnels à aussi évoluer dans leurs pratiques. C'est nécessaire, mais ça se fera relativement naturellement. Tous les jeunes qui arrivent maintenant voilà, sont sur Twitter, sont sur... Donc, environner les choses, utiliser un outil qui sera un outil numérique, c'est quelque chose qui se fera sans trop de problèmes. Mais par contre, penser ce qui est nécessaire de mettre à l'intérieur de ces outils, ça, il faut le faire tous ensemble et de façon extrêmement fine, de façon à ce que tout le monde puisse s'en servir et que ça soit un plus pour chacun. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Peut-être Karine, vous voulez dire un mot supplémentaire ? Merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos 3 intervenants. Donc, présentation aussi de ce projet très, très riche et très ambitieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Voilà, Pierre-Yves. J'allais commencer par une, mais je la poserai après. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on aura un identifiant unique par objet du patrimoine ? Tiendra compte du fait qu'il s'est appuyé sur les données
Merci. Moi, je voulais vous demander quelle sera la place des plateformes des communs, comme par exemple Wikidata, dans le projet, qui ont déjà commencé à agréger un certain nombre de choses très intéressantes au niveau du multilinguisme, au niveau des référentiels aussi, qui débouchent sur Agora. On sait, les données ont été versées. Enfin, on a déjà une interopérabilité. Mais comment vous voyez parce qu'il y a déjà un gros travail de fait à travers Wikidata sur beaucoup d'objets. Et y compris aussi au niveau de systèmes d'agrégation, tel que le projet Europeana, qui en est la démonstration même, et puis en plus sur lequel il y a eu tellement de financements qui ont été posés, comme disait Sylvain, auquel je connais, c'est too big to fail, c'est-à-dire qu'on va continuer de toute façon, parce qu'on a créé. Il répond en partie aux choses, parce que c'est un agrégateur de données. D'accord, c'est une entrée. Je pense que, encore une fois, l'ambition d'Espadon est un petit peu différente de celle-là. Donc l'idée, c'est de se rendre interopérable avec l'existant et de faire en sorte que simplement au travers des ontologies, des thésaurus qui sont présents, on arrive à faire en sorte de pouvoir remettre à un niveau où on pourra renvoyer vers Europeana, ou éventuellement utiliser des outils créés par Europeana parce qu'ils sont pertinents, ou créés par Humanum parce qu'ils sont déjà pertinents, mais il y aura aussi des outils spécifiques à Espadon, numériques j'entends, qui pourront aussi être présents. Mais l'idée, c'est surtout pas éliminer ou enlever quoi que ce soit. Au contraire, essayer d'agréger ce qui est nécessaire tout en l'employant et essayer de le valoriser au travers d'un média. Vous voyez l'image, je vais être extrêmement provocateur, mais volontairement. Vous voyez, vous avez tous vu Minority Report avec le policier qui regarde et qui fait jouer des données un petit peu dans tous les sens. On voyait tout à l'heure la représentation des cartographies de connaissances qui sont un petit peu dans l'espace. Ça permet d'identifier dans un clin d'œil là où il y a eu peu de recherche, donc ça peut être très intéressant, mais aussi de voir tout ce qui existe à côté. Parce que moi, quand je suis en tant que plutôt côté des sciences expérimentales, je vais avoir tendance à regarder ce que je maîtrise et ce que je connais. C'est-à-dire ce qu'il y a comme information dans le domaine d'application. Mais si j'ai besoin, si j'arrive à avoir et voir que du côté de l'histoire de l'art, de l'histoire, d'un autre aspect, il y a eu des recherches de fait, et qu'elles peuvent me servir à mieux définir ma question, ça va être un apport fantastique par rapport à la façon dont je vais travailler. Et c'était d'ailleurs l'idée de tout début d'Espadon, bien avant, il y a une dizaine d'années, d'un projet qui s'appelait Parcours. J'étais justement au LRMH et je faisais ces analyses, je me disais, j'aimerais bien avoir, quand je suis en train de faire une analyse, tout de suite, au moment où j'ai un spec, tout ce qui a été fait sur le sujet déjà. Donc je vais poser la question à mes documentalistes, et ça devrait être facile de relier les bases de données du LRMH et du C2RMF. Et ça a été le début du projet Parcours, et on s'est aperçu qu'on n'était même pas capable, des fois sur un même objet, c'était la question que vous souleviez, elle pouvait avoir 10 noms différents au niveau du C2RMF et 5 noms différents au niveau du LRMH, et qu'on était incapable, en fait, finalement, ne serait-ce que de relier ces bases de données. Donc là, il y a un enjeu qui est vraiment très important, et déjà de réussir ça correctement. Donc ça, on n'en est quand même pas trop loin. Maintenant, il faut qu'on aille au-dessus, c'est-à-dire qu'on ait un outil qui nous permette de nous aider dans la production de connaissances, et pas parce qu'en fait il y a un biais, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est quand on aborde les choses avec une recherche par cœur classique ou avec des mots-clés, en fait on oriente déjà la question, d'une certaine manière on oriente la réponse, on a quasiment déjà défini la réponse qu'on voulait. D'accord ? Ça c'est un biais, on ne s'en rend pas compte, mais en fait c'est vraiment un biais cognitif terrible. Vous le faites tous les jours quand vous allez sur Google. Vous allez sur Google, vous allez sur quoi, ou sur autre chose, vous tapez un mot-clé, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez les 5 premiers liens qui sortent. Si vous êtes un peu courageux, vous allez peut-être faire 3 pages. Il y a 80 pages, 90 pages, 110 pages des fois.
par tous les acteurs. Et en faisant ça, on va gagner en qualité et on va gagner aussi je dirais, en façon de penser la science de demain. Et surtout, on va réussir une chose qui est catastrophique. Moi, je sais que depuis que je travaille, 80% de ce que j'ai produit comme données scientifiques ou comme connaissances, je l'ai perdu. Pour plein de raisons. Parce que les supports ont bougé, parce que je l'ai mal documenté, parce que je l'ai mal environné, parce que voilà. Et donc, en fait, il y a un devoir mémoriel qui est lié à ça. Et une responsabilité presque régalienne qui est liée à ça, de mon point de vue. En tout cas, c'est mon regard. Et je pense que là, on a une responsabilité parce qu'on est, à partir du moment où on est conscient, tant qu'on n'est pas conscient de quelque chose, on peut dire, on peut se dédommager en disant, ah, mais j'avais pas pensé. Là, maintenant qu'on en est conscient, ça change un petit peu la donne. Tout d'un coup, on en devient responsable. Si on ne le fait pas et si on ne le met pas en œuvre, finalement, on ne remplit pas notre rôle. Je viens d'entendre sonner la cloche de 6 heures, donc je dois mettre fin à la séance. Je pense qu'il y avait d'autres questions, mais nous devons nous arrêter là. Merci beaucoup à vous et bonne fin de soirée à tous.